Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Cyril Guégang Kassep, il est expert en questions électorales au sein du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Il est chargé des affaires communautaires et conseiller spécial de la présidente. Avec lui, nous parlerons de l'investiture de la nouvelle présidente élue le 30 avril dernier. Cette investiture qui aura lieu demain 16 juin. Nous en parlons avec lui. Cyril Guégang, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être dans nos studios. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique des circonstances de cette élection de la présidente élue? Merci, M. Kader. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation très prestigieuse ce matin à Isaïe TV pour éclairer la lanterne nationale et internationale pour tous ceux qui s'intéressent quand même de la vie de la diaspora camerounaise résidant en République du Bénin. Je pense que pour faire un bref résumé sur cette élection qui s'est sanctionnée le 30 juin dernier, c'est que la particularité le 30 avril. 30 avril, bien sûr. Oui. La particularité, c'était le fait que la communauté était restée vacante, c'est-à-dire sans bureau des Camerounais pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, et vous voyez, ce n'était pas donc facile de pouvoir réorganiser dans ce contexte-là une élection qui pouvait justement se terminer forcément dans les bonnes conditions. Parce que vous savez, quand il y a du vide, le désordre s'installe. Mais comme Dieu étant toujours Dieu, je pense que les Camerounais ont compris que ce manque-là, il fallait tout faire pour remplir ce vide-là. Donc, on s'est battu tant bien que mal et je pense que cela s'est démontré le 30 avril que les Camerounais étaient responsables. C'est vrai qu'on a, après toute une longue bataille, débouché sur une candidature unique qui s'expliquait par le fait que le candidat qui devait être opposé à madame ne respectait pas les règles du jeu qui ont été fixées. Donc, quelles sont ces règles-là très rapidement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces règles-là? Les règles du jeu sont aussi simples que cela. Vous savez, après tout, on est africain, mais quand vous arrivez dans un pays d'accueil, vous devez vous conformer aux règles qui justement habilitent tout étranger résident dans un pays, c'est-à-dire avoir une carte de séjour régulier qui vous donne droit d'être résident. Ce qui fait que l'adversaire de madame n'avait pas de carte de séjour. Est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement à nos amis intellectuels qui ne connaissent pas madame, le nom, prénom de madame? Oui, madame Sikedi, Victoire, madame Davidson. Donc, ça, c'est le nom de la présidente. Sikedi Victoire, madame Davidson. Donc, je crois que c'était comme ça. Donc, on ne pouvait pas faire autrement parce que, vous savez, les lois, c'est la loi. Et quand vous les fixez, il faut les respecter pour qu'il y ait de l'ordre dans la cité. Dans la cité. Alors, très rapidement, est-ce que vous rappelez à nos amis internautes quelle est l'utilité du Conseil des Camerounais résidant au Bénin? Oui, effectivement. À quoi sert ce conseil-là? Bon, effectivement, déjà, son appellation précédente était la colonie
colonie camerounaise résidant au Bénin, mais nous avons pensé à l'interne que colonie ne faisait pas vraiment, je veux dire, très esthétique de nos jours. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé Conseil des Camerounais. Le Conseil des Camerounais, c'est tout à fait normal parce que vous savez déjà, en termes diplomatiques, nous n'avons aucune représentation diplomatique au Bénin, au Cameroun, puisque nous nous régissons du consulat général à Lagos. Et sur place, c'était tout à fait logique que les Camerounais puissent s'organiser pour pouvoir avoir une référence qui est justement la tête de ce conseil, qui pourra gérer des affaires courantes et surtout répondre à même devant les autorités pour des questions sociales des Camerounais qui sont ici. On ne peut pas seulement parler des problèmes, mais on peut parler aussi des questions de santé. Il y a des Camerounais qui sont souvent abandonnés dans des hôpitaux. Il y a des Camerounais qui, malheureusement, viennent et se font arnaquer. Il y a d'autres aussi qui créent des ennuis, qui sont dans des commissariats. Et il va falloir forcément à un moment donné que des personnes soient à mesure de répondre. Et voilà donc le rôle du Conseil des Camerounais qui était celui-là de réguler tout ce qui est Camerounais au Bénin. Alors, pendant les 10 années où vous n'avez pas eu de bureau, comment vous êtes géré? Bon, écoutez, l'ancien consul qui était parti, qui avait pris sa retraite, qui d'ailleurs était celui qui avait suspendu cette communauté, avait mis en place un relais, c'est-à-dire un coursier qui devait permettre justement, en attendant que les choses reprennent, devait servir de relais administratif, pas de relais de volet social, parce que administratif voudrait dire tous ceux qui sont dans les besoins de visa pour aller au Cameroun à partir du Bénin pouvaient passer par ce dernier puisqu'il était coursier pour pouvoir lui faire transmettre les documents. Mais cependant, socialement, on était délaissés. Donc, ce qui fait que pendant les 10 ans, les gens ça allait dans tous les sens, les gens n'avaient pas de point de repère. Donc, ce qui fait que, administrativement, il n'y avait rien qui donnait le poids de point de vue social pour pouvoir assister les Camerounais de part et d'autre. Et ça faisait donc que le Cameroun se trouvait orphelin d'organisation en République du Bénin. Alors aujourd'hui, vous avez une nouvelle présidente, c'est donc un nouveau bureau. Demain, c'est l'investiture. Alors, quel est le programme demain? Oui, le programme de demain, c'est que déjà à 14 h à l'hôtel Nobila, 6 h à l'aéroport de Cotonou, nous allons recevoir les invités de marque, c'est-à-dire l'administration béninoise, puisqu'on a invité des ministères qui sont directement liés à l'organisation interne de la diaspora, des diasporas, le ministère des Affaires étrangères, intérieures, et le préfet, évidemment, avec le DGPR, Direction générale de la police républicaine. Nous allons faire la mise en place à partir de 14 h pour pouvoir faire la passation des charges effectives au bureau entrant avec le collège électoral et tout le panel invité. Donc, cela prendra fin à 16 h et il y aura une petite pause à 19 h à la salle majestique de Fidocet. Nous allons donc organiser une soirée de gala pour rendre festive cet événement qui, depuis 10 ans, nous a manqué. Donc, le programme est déroulé comme je viens de vous l'expliquer, à 14 h à Nobila, pour ceux qui ont des billets d'invitation, parce que c'est sur invitation, pour respecter l'autorité qui sera sur place. Ces billets-là sont achetés ou c'est donné en fonction de votre utilité dans la salle? Bon, ce n'est pas acheté, surtout que de point de vue administratif, ce n'est pas une fête publique. C'est naturellement des personnes qui sont concernées. Et je crois le soir, les billets également pour la fête. Madame la Présidente n'a ménagé aucun effort pour prendre sur elle la grande partie de l'organisation, ce qui fait que les billets ont été redistribués à tous les ressortissants camerounais, même étrangers, de manière solennelle. Il n'y a pas eu question de paye ou quoi que ce soit, et elle a pris sur elle de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu quand même contribuer à ce qu'on puisse renouer avec la normale, parce que nous étions en norme. Avec la norme. Alors, demain, ce qui va se passer, c'est une formalité. Ce sera investi la présidente. Tout le monde sait qu'elle est élue. Bon, alors, vous faites pas du son bureau. Quels sont les défis qui s'imposent à vous? Bon, je pense que déjà, pour toute personne qui nous suit,
Après 10 ans de vide, je pense qu'on ne dira pas que c'est trop difficile, mais on dira que ce n'est pas assez facile. Parce qu'il va falloir déjà ramener tous les Camerounais autour d'une table pour pouvoir s'entendre et comprendre que sans le vivre ensemble, sans l'union, on ne peut aller nulle part. Voilà pourquoi elle passe par les différentes associations des ressortissants camerounais, des sous-associations bien sûr, qui représentent de manière identitaire nos différentes régions résidant ici. Elle veut les redynamiser. Les redynamiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner plus d'accent à ces regroupements qui, étant forts, pourront faire donc l'ascension en faisant donc une assemblée générale forte qui pourra donc redorer le blason des Camerounais résidant en République du Bénin. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que nous avons un problème sur l'étendue du territoire national béninois. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dispatchés et qui parfois peuvent mourir de manque de paracétamol parce qu'ils sont isolés. Isolés, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, du coup, elle demande dans son programme qu'une commission sera faite assez rapidement pour faire un fichier national sur l'étendue du territoire, c'est-à-dire du nord, à partir même de Malanville, jusqu'à redevenir... Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, très bien. Donc, il falloir faire un fichier national où nous aurons un répertoire total, si possible, des Camerounais résidant au Bénin et qui auront des numéros verts sur lesquels ils pourront contacter la communauté en cas d'urgence ou en cas de nécessité. Donc, cela veut dire, voilà les deux grands axes de défis qui sont à relever. Maintenant, le reste, c'est qu'il va falloir ramener les Camerounais au vivre ensemble. Le vivre ensemble qui avait disparu parce que, comme je le disais tantôt, quand il y a du vide, le désordre s'installe. Chacun se dit, je peux faire ci dans mon petit coin. Maintenant, il va falloir redonner l'envie à tout le monde de se retrouver autour d'une table et de savoir que dorénavant, l'autorité revient au Conseil des Camerounais de pouvoir diriger pour tout ce qui concerne la communauté. Tout ce qui concerne la communauté. Alors vous, en tant que chargé des affaires communautaires, c'est quand même assez consistant, votre charge-là. Alors, quels sont les défis qui s'imposent proprement à vous-même? Oui, bon, les défis, moi je peux dire que c'est vrai que si le poste ne m'a pas été attribué par hasard, parce que avant même les 10 ans de vide, puisque la communauté avait toujours existé, oui. Mon rôle au sein de la communauté était toujours d'assister les Camerounais de part et d'autre, surtout en ce qui concerne les besoins, l'assistance et surtout aussi la réinsertion. Parce que vous savez, quand vous êtes des dévanciers dans un pays comme le Bénin, qui accueille les gens sans condition, parce que le Bénin, je pourrais dire, c'est un tremplin pour les Africains, parce que nous parlons ici du sens réel du panafricanisme, où le vivre ensemble ne souffre de rien. Donc quand vous arrivez, il va falloir que ceux qui vous ont dévancé puissent quand même vous imprégner, vous guider et vous dire comment est-ce que le pays d'accueil fonctionne. Parce que vous savez, vous partez d'un pays à un autre, vous ne pouvez pas tout de suite savoir quels sont les avantages ou quels sont les risques en cas où vous posez tel ou tel acte. Donc ça fait que j'ai toujours eu à travailler dans ce sens-là, d'accueillir des Camerounais ici, de les éduquer par rapport au comportement qui doivent tenir ici dans notre pays d'accueil et aussi assister en cas, vous savez, parfois on a des décès malheureusement et qu'il va falloir aider parfois les parents au pays à faire retourner le corps. Donc autant de choses, c'est nombreux, la liste est très longue. Elle est exhaustive. Voilà, elle est exhaustive et que nous nous battons au quotidien pour que les Camerounais qui résident ici ne se sentent pas délaissés. Et je crois que, comme vous l'avez dit, c'est une tâche qui a été toujours difficile. Mais nous nous donnons quand même ce défi-là de pouvoir toujours essayer. Parce que, vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais si, au minimum près, vous essayez, je pense que cela peut impacter une partie, on ne peut pas dire totalement, des Camerounais résidents au Bénin, je crois que ça ne fait que la fierté de la communauté. Mais quelles sont vos attentes, vos espérances à l'endroit de ces Camerounais résidents au Bénin? Bon, nos attentes, c'est quoi? C'est que, comme je le dis tantôt, il faudrait que les Camerounais comprennent que dans un état de droit tel que le Bénin, il va falloir se conformer à plusieurs choses, commençant par la régulation, parce qu'il faut être régulièrement sur le territoire, c'est-à-dire avoir les documents nécessaires pour pouvoir
répondre en cas de nécessité administrative au Bénin. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est de demander aux Camerounais de toujours se conformer à la loi. Ce n'est pas la peine qu'on retrouve des Camerounais dans des situations plus ou moins inconfortables qui puissent peut-être mettre en mal la loi d'accueil, la loi de la République du Bénin qui nous accueille. Donc, notre rôle, c'est de mettre les Camerounais dans un système où l'État qui nous accueille doit être fier du comportement des Camerounais qui résident sur le territoire. Sur le territoire. Merci à vous. Vous nous revenez du Sénégal. Je m'en voudrais de vous laisser partir en tant qu'expert en question électorale. C'est quand vous poser quelques petites questions sur l'actualité au Sénégal. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement dans ce pays-là? Bon, merci M. Cadet. Je crois que nous sortons de la page communautaire. Voilà. Et avant de sortir, si vous me permettez, avant de sortir, je pense que si vous me permettez, c'est d'adresser juste un petit mot à la communauté qui forcément me suivent parce que Esaïe, comme je l'ai dit à ma toute premier passage ici, c'est que Esaïe TV aujourd'hui devient un partenaire stratégique et immédiat de la communauté parce que durant la période de campagne jusqu'au jour des élections et même après, puisque nous y sommes, nous sommes restés toujours liés à Esaïe pour beaucoup d'informations, pour plus de relais à tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est le lieu de remercier Esaïe et de lui souhaiter longue vie. Merci. Et surtout être fier du travail qu'il a abattu avec son ensemble d'équipe professionnelle. Donc, je profite pour dire à tous les Camerounais qui résident au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'aujourd'hui, c'est la fin du calvaire de 10 années passées dans le vide et que à partir de maintenant, force revient à la loi et il revient seul à la présidente de la communauté de pouvoir parler au nom des Camerounais au Bénin. Donc, il ne faudrait plus que les uns et les autres puissent se jeter dans la spéculation parce que les autorités compétentes prendront toutes les dispositions nécessaires pour qu'un seul drapeau soit fixé ici au Bénin au nom du Cameroun et que cela serve de relais pour tout ce qui sera et administratif et social. Donc sur ce, je pense que c'était ma fierté d'être Camerounais à travers cette organisation qui démontre une fois de plus que les Camerounais sont capables de faire des bonnes choses. Merci. C'était quand même prévu quand on fait l'émission. Mais allez-y alors, par rapport à l'actualité au Sénégal. Voilà, donc je vous remercie pour ça. C'est vrai, je reviens du Sénégal parce que, vous savez, le Sénégal, pour nous en Afrique, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que c'est un État qui, je pense, si vous rentrez dans l'histoire, le Sénégal a organisé des élections même avant les années d'indépendance. Ça veut dire que c'est un pays qui, foncièrement, avait déjà en esprit la démocratisation dans les choses. Et étant donné que quand on parle des pays, en l'occurrence du Sénégal, le Bénin et autres, qui servent d'exemple d'alternance et démocratique, nous pensons qu'il n'était plus question de penser qu'aujourd'hui, on peut souffrir encore des questions de mandature. Et le cas du Sénégal, c'est un cas d'express. Et je pense que tout le monde suit ce qui se passe au Sénégal. Nous y étions très rapidement parce que quand le procès de l'opposant Ousmane Sonko s'est ouvert, nous avons tout de suite compris qu'il y avait quand même quelque part une question politique et ça ne pouvait pas arranger le pays. Donc avant même qu'il y ait des cas et autres que vous avez vus, nous nous sommes dépêchés là-bas pour prévenir aux autorités les dangers que le Sénégal courait dans ce sens-là. Et je pense que peut-être ils nous ont compris, peut-être ils nous ont pas compris, mais ce qui est sûr et certain, je crois que l'opinion nationale et internationale s'en est saisie de la question et chacun a compris l'intérêt qui régnait du fait qu'il fallait des résolutions plus ou moins pacifiques que des résolutions draconiennes telles que nous avons vues et qui a créé des incidents malheureux et qu'aucun Africain digne de ce nom et qui connaît le rôle que le Sénégal joue pour notre continent ne devrait s'en réjouir. Donc, pour dire de manière résumée, il y a eu des incidents au Sénégal, il y a eu des prêtes-intentions parce que je pense que la majorité des personnes qui étaient dans la rue, c'était pas pour le procès, mais c'était pour dire au président Macky Sall non au 3e mandat parce qu'il n'arrivait pas encore, jusqu'à nos jours, à se prononcer si oui ou non
il serait candidat. Oui, justement, il ne se prononce pas. Et pourquoi on est si inquiet? Bon, vous savez, la politique, nous ne serons, nous, population. On a vu des cas où les présidents ont dit non, je ne ferai pas, mais à la lisière de l'élection, ils ont capitulé, ils ont abdiqué, ils ont dit tiens, je fais un troisième mandat. Ils ont justifié cela. Effectivement, Alors, effectivement. Mais voilà pourquoi. Est-ce que le silence de Macky Sall doit être forcément l'essence de ces soulèvements-là? Bon, parce qu'il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Mais attendons d'abord l'échéance. Bon, Parce qu'il justement. peut toutefois dire non, qu'il ne le fera pas. Oui. Et à quelques jours de dépôt de candidature, abdiquer et dit oui, qu'il fera. Bon, vous savez, comme vous le savez, chaque État africain a sa procédure, surtout en période électorale. Vous savez, le Sénégal, aujourd'hui, est très avancé, pour ceux qui ne savent pas, en question d'organisation autour des questions électorales. Très, très avancé. Donc, ce qui fait que au Sénégal, à moins d'un an de fin de mandature, les Sénégalais ont déjà eu cette habitude. Parce que vous savez, c'est une question d'habitude. Donc, les Sénégalais se sont déjà habitués à ce que moins d'un an, ils puissent être situés sur la question de prolongation de mandat ou pas. Donc, ce qui fait que ce vide-là était inquiétant pour les Sénégalais. C'est vrai que, constitutionnellement parlant, tous ceux qui se sont agités autour de la question de mandature n'avaient pas de raison à évoquer parce que il restait techniquement 8 mois d'exercice du pouvoir au chef de l'État et il lui revenait à lui seul de choisir à quel moment, mais bien sûr avant la fin du mandat, de dire s'il sera candidat aux élections ou pas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a souvent ce qu'on appelle les tranches de position violentes. Parce que lui-même, le président Macky Sall, quand il venait en 2012, le président Ouad, qui s'était prononcé pour un troisième mandat, il était candidat, mais il n'a pas, par contre, appelé à ce qu'il y ait des casses, des brûlures, la violence. Donc aujourd'hui, en face de lui, se trouve qu'il y a des opposants très violents. Donc ce qui fait que on ne peut pas totalement se situer sur le contexte réel de ce que nous avons vécu comme incident au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut déduire de vos propos pour conclure que si le président dit aujourd'hui je ne veux faire pas un troisième mandat, ce n'est pas d'actualité, tout viendra au calme selon vous? Très rapidement. Il n'y a pas de langue de bois à utiliser là-dessus. Très rapidement parce que nous pensons que tout ce qui a été évoqué par l'ensemble des mouvements, puisqu'aujourd'hui il y a le M24 qui a été créé là-bas, c'est-à-dire la force de la société civile jointe aux partis politiques qui n'ont qu'une seule dénonciation, non au troisième mandat. Cela signifie, à raison, que si le président prononce un discours ce matin, qu'il n'y a pas de troisième mandat, je pense que tout reviendra en ordre au Sénégal. Tout reviendra en ordre au Sénégal. Merci à vous, Cyril Guégang Tchassep. Je rappelle que vous êtes expert en questions électorales. J'étais ce matin pour vous prononcer sur l'investiture de la présidente du Conseil des Camerounais résidents au Bénin. Vous êtes chargé des affaires communautaires et conseiller spécial de la présidente de ce Conseil des Camerounais résidents au Bénin. Merci Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit.